Bonjour, je suis avec Christophe Aguiton, qui est un chercheur français associé à la Sorbonne, puis qui est aussi une personne très impliquée dans les mouvements altermondialistes. Et son focus, son champ d'intérêt, c'est toute la question de l'Internet, des nouvelles technologies des communications, des médias sociaux et des relations et des impacts de tout ça sur le développement. Alors, merci Christophe. On parle tellement de l'Internet, on parle tellement des technologies de l'information et tout le monde est là-dessus. Très souvent, c'est présenté quasiment comme une espèce de magie qui va tout changer, qui va égaliser. C'est présenté d'une façon plus souvent qu'autrement positive, que ça donne accès. Est-ce que c'est si merveilleux que ça? Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que c'est quelque chose qui s'est imposé dans le débat public il y a seulement une vingtaine d'années. Et pour faire le lien avec ce qui se passe en Amérique du Nord ou aux États-Unis, c'est vraiment Al Gore et Bill Clinton qui, dans la première présidence de Clinton, ont utilisé le terme de société de l'information pour redonner aux États-Unis un leadership sur le plan économique et sur le plan culturel. Et ils ont réussi. Ils ont réussi. Maintenant, c'est vrai que ça a changé quand même beaucoup de choses et qu'il ne faut pas le sous-estimer. Ça a changé dans deux domaines. Le premier, c'est que ça a vraiment ouvert à la fois la possibilité de produire de l'information, mais aussi d'accéder à l'information à peu près tout le monde. Alors maintenant, pour parler de la démocratisation, puisque c'était la question que vous posiez, il faut bien voir qu'il y a une démocratisation de l'accès et de la production de l'information. Je vais donner deux exemples. Sur la production de l'information, ce qu'on appelait traditionnellement en sciences politiques l'espace public, dont Habermas a beaucoup parlé, mais beaucoup d'autres, c'était un discours dans lequel des gens habilités à parler, des responsables politiques, syndicaux, des intellectuels, s'exprimaient sous le contrôle de professionnels. Les professionnels étant les journalistes, les éditeurs qui déterminaient ce qui était autorisé ou pas. C'était vrai dans le monde académique aussi, avec des règles assez précises que maîtrisaient ces professionnels qui permettaient à des jeunes chercheurs de s'exprimer. Le reste ne s'exprimait pas. Accès fermé. Accès fermé. Mais même production fermée, avant même l'accès. Et la production a changé, il y a eu un double élargissement. D'abord, les professionnels ont été dépassés par les amateurs. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui n'importe qui ouvre un blog et qui crée, Indie Media l'a fait au début du mouvement altermondialiste, il y a maintenant une quinzaine d'années à Seattle. Bon, n'importe qui peut produire l'information qu'il veut et il n'utilisera pas les règles des professionnels. Il va mélanger vie privée, vie professionnelle, il va mélanger les choses qui ne sont pas autorisées a priori dans l'espace public très réservé à des élites ou en tout cas à des personnalités contrôlées par des professionnels. Mais le deuxième élargissement est encore plus incroyable, c'est que le monsieur tout, madame tout le monde n'avait jamais l'occasion de s'exprimer. Là aujourd'hui, la conversation ordinaire est rendue accessible par les réseaux sociaux. Dans la conversation ordinaire, quand on va dans un café du commerce, parce que c'est l'expression qu'on utilise en France, ou au café de la gare, les gens ils parlent de quoi? Le président de la République, il est idiot, il a trompé sa femme, on a des choses comme ça très vulgaires entre guillemets. Mais cette conversation normale, quotidienne, aujourd'hui elle traverse les réseaux sociaux, elle est donc aujourd'hui permise pour des tas de gens. Et alors ça veut dire aussi que l'accès a complètement changé. Regardez maintenant un outil comme Wikipédia. On a dans des dizaines de langues, Wikipédia c'est même des centaines de langues, un accès rendu possible pour tous les étudiants du monde, pour tous les lycéens du monde, alors qu'avant c'était impensable. Donc il y a une vraie démocratisation. Mais attention, le problème c'est que ça a renforcé aussi les pouvoirs de contrôle. Les États, et on le voit bien dans les États dictatoriaux, mais pas que. On voit bien comment aux États-Unis, le Patriot Act, en France, on commence à voir aujourd'hui, après les attentats du Bataclan ou ceux de Nice, on voit venir une tentation sécuritaire qui va passer par le fait que les États peuvent utiliser ces outils numériques pour nous contrôler tous. Et nous surveiller, contrôler, intercepter. Cette ouverture du débat, essentiellement positive, accès, tout le monde parle, etc. Il n'y a pas un aspect négatif là-dedans de chaos, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations, puis il y a tellement de voix, puis il y a tellement d'opinions, puis il y a tellement de ci et de ça, qu'on parvient difficilement à conclure, puis à dire, ben OK, ce projet-là. Donc, chaque idée devient multipliée dans un débat énorme qui a un aspect chaotique, un aspect bruit.
Quand vous employez le terme de bruit de fond, on s'aperçoit que dans les conversations sur Internet, il y a quelque chose qui s'appelle la sérendipité. Hein, c'est un mot qui peut paraître barbare, mais qui vient en fait d'un conte persan qui sont les princes de Sérendip, hein, qui a été traduit en Angleterre au XVIIIe siècle et qui a été utilisé par Voltaire. C'est Zadig, hein, de Voltaire en français. Bon. Et qui est l'idée que c'est un conte de fées dans lequel il ne s'agit pas de gagner d'une certaine façon une notoriété en tuant le dragon et en épousant la princesse ou en trouvant un trésor, mais c'est des losers. Dans la sérendipité, c'est des gens qui glandent, entre guillemets, sur un bord de route et qui voient passer des chameaux et qui s'aperçoivent que le chameau il boite, qu'il a la langue qui pend, etc. Et grâce à ça, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire qu'à regarder les chameaux passer, ils vont réussir leur vie. Et dans l'Internet, la sérendipité, c'est l'idée que vous commencez à travailler sur un sujet, par exemple vous intéressez au développement en Afrique subsaharienne, et puis vous allez passer dans les îles de l'océan Indien, vous allez regarder les Maldives et vous allez préparer votre prochain voyage aux Maldives. Et donc on a quelque chose dans lequel, par le surf sur les sites, on s'intéresse à des tas d'autres choses. Et on s'aperçoit que ça, c'est une ouverture au monde. Alors évidemment, si votre centre d'intérêt, c'est les caniches à poils ras et que vous ne sortez pas de là, bon, ben, vous allez tourner en rond. Mais très vite, l'Internet vous ouvre cette possibilité qu'on oublie souvent. Depuis l'explosion de l'Internet, les années 90-2000, il y a eu en parallèle l'explosion des mouvements altermondialistes. Ça serait probablement abusif de dire que c'est à cause de l'Internet, mais certainement que l'Internet a été un outil qui a permis aux mouvements de se parler, de se concerter, de mettre sur l'espace public toutes sortes de thèmes. On pourrait le prendre de la façon suivante. L'Internet n'est pas suffisant. C'est-à-dire, avec l'Internet, on n'a pas un forum social. Mais l'Internet est obligatoire. C'est une condition obligatoire. Sans Internet, il n'y a pas de forum social. Tout simplement parce qu'on ne peut pas organiser quelque chose de planétaire aujourd'hui uniquement avec des lettres et des timbres sur lesquels on va coller une enveloppe. Avec des lettres et des timbres, vous organisez une conférence où vous invitez Emmanuel Wallerstein, Gustave Massia ou Dominique Pillon pour parler. Mais vous ne faites pas plus que ça. Pour faire un forum social, il faut Internet. En revanche, ce qui est vrai, c'est que sans mouvement social, il n'y a pas de forum social. Hein, que le forum social n'a été possible que par Seattle. C'est un outil. Mais l'Internet a rendu ça possible. Sans ça, ce n'était pas possible. Le gros problème, c'est que toutes ces technologies-là facilitent tout. Hein. Ils facilitent aussi les printemps arabes. L'extrême droite. Non, c'est pas tant ça le problème. Moi, je poserais une autre question. Historiquement, dans le XXe siècle ou la fin du XIXe siècle, les partis politiques, les syndicats, les associations étaient des endroits dans lesquels on apprenait, dans lesquels on venait pour chercher de l'information. Et donc on avait une construction, une sociabilité, qui était construite dans des appareils qui étaient souvent bureaucratiques. Hein, ce n'était pas pour les mythifier, mais au moins ils servaient à ça. Aujourd'hui, franchement, on n'a pas besoin, quand on est jeune et qu'on a 20 ans, d'un parti politique, d'un syndicat ou d'une association pour chercher les informations ou pour trouver les moyens de... Et on perd quelque chose. Mais on n'a plus d'outils. Et donc on a des mouvements qui sont des mouvements qui montent et qui descendent très vite, et il n'y a pas de continuité. La continuité, c'est l'Internet. Mais l'Internet, en tant que mécanisme technique, est-ce qu'il peut remplacer les organisations? C'est une question ouverte, j'ai évidemment pas la réponse, pas plus que quiconque, mais c'est une vraie question pour les années et les décennies qui viennent. D'accord, merci beaucoup Christophe. Merci à vous.